Nous sommes dans l'alpage d'Entre-deux-Eaux, sur la commune de Termignon, et cet alpage est traversé par ce qu'on appelle aujourd'hui la route du sel et des fromages, qui est en fait un itinéraire très ancien. Cette zone, par ailleurs, a servi dès le Moyen-Âge, et ça on en est sûr à partir du XIIIe siècle, pour convoyer le sel qui était produit en Tarentaise, exactement à Moutier. Convoyer ce sel depuis Moutier par le col de la Vanoise jusqu'en Maurienne, et de la Maurienne vers le Piémont. Ce sel était extrêmement important parce que c'était un petit peu le pétrole du Moyen-Âge. C'était une denrée capitale politiquement et économiquement. C'était une denrée vitale parce que sans sel, on ne pouvait pas nourrir les animaux, on ne pouvait pas garder les animaux en bonne santé. Les hommes avaient besoin de sel pour eux-mêmes rester en bonne santé. Et puis surtout, ça servait à fabriquer le fromage et à conserver les aliments. La route, la grande route du sel internationale, même si à l'époque on ne parle pas de nation, se double d'une route qui fonctionne à une échelle beaucoup plus locale, à une échelle communautaire, effectivement. Et c'est une route sur laquelle il y a des incessantes allées et venues entre le fond de vallée et les montagnes de chacun. Maintenant, on parle plutôt de chemin, puisque la route en tant que telle n'existe pas, sauf sur le cadastre où c'est encore route départementale. C'est le seul chemin qui mène au col, donc pour la commune, le col de la Vanoise, puisqu'il y a un refuge qui est au-dessus. Il y a un sommet un petit peu mythique, donc la Grande Casse. Elle fait 27 km, donc il y a énormément de travaux à réaliser sur cette route. Le parc a engagé, avec la participation des communes, 2 chantiers pilotes, donc la restauration des murets sur Pralognan-la-Vanoise et cette année la restauration du pont de Croévy, sachant que bien sûr d'autres chantiers ont lieu sur la plateforme même des sentiers. Donc là les murets, ils avaient vraiment une utilité puisqu'ils séparaient le cheminement qui était vraiment beaucoup fréquenté et puis les prairies qui avaient vraiment une forte valeur agricole à l'époque, avec des passages vraiment marqués au niveau des propriétaires fonciers pour les bêtes. Et puis il y a certaines parties, ça sert aussi de mur de soutènement puisque c'est assez vallonné, donc il y a du muret séparatif et du muret de soutènement. C'est des choses qu'on faisait auparavant, d'entretenir les voies, les chemins, etc., mais qui ne sont plus dans la culture d'aujourd'hui. En plus, il a plus de 2000 mètres d'altitude, donc il est quand même soumis à des conditions climatiques extrêmes. Et bon, il fallait le restaurer. C'est de l'architecture de cueillette, de collecte, quoi. On ramasse et on met en œuvre. Et comme c'est une architecture d'économie de moyens, on va la chercher le plus près possible, quoi. Donc on utilise tout ce qui vient. On appelle ça construire avec des pierres tout venant. C'est le tout venant, quoi, tout ce qui est là. Et on a appris à s'adapter avec la pierre qu'il y a sur place. C'est la pierre qui commande. Le geste s'adapte. En fait, ces ponts-là, c'est millénaire si on les entretient avec les techniques qui ont permis de le construire. Il y a une photo du début du siècle qui nous montre qu'il n'y avait pas de parapet. Et puis il y a l'analyse sur site du pont, comment il est fait, comment il est construit. Ce qu'on voit, les éléments qui ont été rapportés en consolidation, les choses qu'on comprend dans la manière dont les choses sont construites. C'est une belle restauration parce que on est quasiment dans de la restitution. Quand la restauration permet de restituer un ouvrage à un instant T, tel qu'il a été construit, on est dans de la belle restauration. On dit que la restauration s'arrête là où commence l'hypothèse. Nous, en travaillant dessus, on a levé toutes les hypothèses et on l'a vraiment restauré. On utilise des matériaux traditionnels et des techniques traditionnelles. Donc, par exemple, comme pour la calade ou pour faire les joints ici, tous les mortiers ont été faits avec des sables locaux. On a creusé, on a extrait de la rivière et on a fait tous les enduits avec. C'est vraiment l'intégration de l'architecture dans le paysage. Donc c'est utiliser les matériaux locaux, ce qu'on appelle aussi l'architecture de cueillette. Et puis ensuite, c'est le goût du travail manuel, quoi. Donc utiliser ces matériaux et les sentir. C'est un petit ouvrage, mais c'est quand même une trace importante, quoi. On est en plus sur un lieu important, parce que c'est la voie du sel. Donc c'est dommage de laisser partir ces petits ouvrages. C'est bien une des prérogatives d'un parc de préserver tout son patrimoine, y compris le patrimoine culturel. Mais le parc de tout temps a fait des chantiers pilotes, notamment sur les chapelles aussi, sur les chalets d'alpage. Et on se doit bien sûr de préserver ce patrimoine culturel, et notamment sur la route du sel et du Beaufort, puisque c'est un itinéraire un peu mythique qui est là depuis l'âge du bronze. Cette route, pour le parc national de la Vanoise, c'est une route emblématique parce qu'elle traverse toutes les zones de protection.
En parcourant cette route-là, on peut avoir une idée quasiment exhaustive des types de paysages, des types d'activités, donc pastorales, touristiques. C'est aussi important parce que c'est une route tout au long de laquelle il y a des types de patrimoine très différents. Il y a du patrimoine religieux, donc des chapelles d'alpage, il y a des chalets, donc des chalets d'alpage, donc un patrimoine agricole. Ce qu'on appelle du patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire le patrimoine de la vie quotidienne, le petit patrimoine comme on dit. Celui qu'on oublie facilement, celui qui se détruit facilement, celui qui n'est pas spectaculaire mais qui finalement nous permet de nous relier à des générations qui nous ont précédés de manière assez simple. Et cette route fait partie de l'histoire commune des gens d'ici. C'est la modestie de l'intervention qui fait la valeur des restaurations, quelque part. J'ai l'impression qu'il a toujours été là et qu'il n'a pas bougé. Alors, il y a des choses pour lesquelles les spécialistes verront qu'il y a des dimensions de pierre qui montrent que ça n'a pas été fait au XVIIe siècle, mais plutôt au XXe. Des choses qu'on n'a pas démontées pour les reconstruire parce que c'était beaucoup trop lourd à l'échelle du chantier. Mais globalement, il aura tout à fait sa place dans le parc. Le patrimoine, il a du sens quand il est approprié par les populations ou quand il est approprié par un groupe humain, quand il a encore du sens pour quelqu'un. Un patrimoine délaissé, c'est un patrimoine qui est mort, c'est pas la peine. Mais ici, tous les jours, les gens l'empruntent. Donc ça a du sens, ça fait partie du paysage construit, ça raconte quelque chose. Un paysage qui a du sens et quand le sens il est transmis, c'est du patrimoine. C'est assez vertigineux de se dire qu'il y a des centaines de générations avant nous qui sont passées là. Que dans chaque pas qu'on fait, pour une simple promenade, on met ses pas sans doute derrière des muletiers, des colporteurs, des contrebandiers, des militaires, des chasseurs alpins, des alpinistes. Donc le peu qui reste, c'est important de le préserver, de le sauvegarder et de le faire connaître. C'est-à-dire, c'est pas juste un paysage qu'on a devant les yeux, il y a une profondeur complètement immatérielle dans tout ce paysage.